Aujourd'hui, les 3 think tanks qui ont organisé cet événement publient un appel sur la citoyenneté numérique européenne. On l'a vu sur les deux tables rondes de l'après-midi. Aujourd'hui, les enjeux européens d'inclusion et de démocratie sont fortement challengés par le nouveau contexte numérique. Alors c'est Diana, si je reprends un peu ces termes, dans la dernière table ronde, qui disait que derrière ce sujet de politique numérique, en fait, il y avait une question aussi de la conception qu'on a de l'Europe et donc de la politique européenne. Alors, pas pour vous faciliter le travail, je vais vous poser une question très très large. Paola, finalement, dans ce contexte, comment rend-on la démocratie européenne plus forte ? Je vais rebondir peut-être sur les discussions qui ont eu lieu auparavant, parce que tout ça est très lié. Je crois que si on veut renforcer la démocratie européenne vis-à-vis du numérique, il faut d'abord être très conscient que beaucoup de ces discussions politiques, beaucoup de ce qui se passe dans l'opinion publique aujourd'hui, se passe sur les réseaux sociaux. Et que, voilà, on a tous depuis longtemps identifié ces risques que sont les fake news, les contenus haineux, les risques de manipulation des données personnelles, comme ce qu'on a pu voir pendant le Cambridge Analytica, ou même les risques d'ingérence étrangère. Et donc, moi, je crois que l'enjeu de la régulation du numérique est un enjeu non seulement économique, mais aussi démocratique. Et qu'il faudra qu'on trouve des réflexes sur cette régulation qui ne soient pas que punitifs. Et on voyait ce qui se disait dans la table ronde précédente, qui ne virent pas dans la censure, etc. Mais d'autres types d'approches, dont notamment des approches plus communautaires, qui se basent sur le fact-checking, sur les signalements, sur des standards qui peuvent être mis en place, qui se basent sur la transparence des algorithmes, parce que c'est vraiment les algorithmes qui filtrent l'information, qui mettent en avant certains contenus plutôt que d'autres. Et il faut vraiment qu'on puisse comprendre en tant que pouvoir public, en tant que régulateur, en tant que simple citoyen, comment ces algorithmes impactent notre démocratie. J'ai notamment rédigé une tribune il y a quelques jours en répondant à la tribune de Mark Zuckerberg, en disant justement quelle était ma vision de la régulation et qui va plutôt dans ce sens que dans un sens plus punitif de retrait des contenus. Sur la question aussi de comment on peut utiliser du coup le numérique de façon proactive, non seulement en réaction. Je crois aussi que les réseaux sociaux, ils n'ont pas été conçus pour un débat public éclairé. Ils ont été conçus comme des outils de mise en relation, de partage d'informations, de divertissement, mais pas comme des outils pour mobiliser l'intelligence collective, pour arriver à des consensus, pour prendre des décisions politiques. Et donc nous avons tout un écosystème, ce fameux écosystème des civic tech, qu'il faudrait vraiment mettre en avant, mais qui doivent vraiment passer à l'échelle, qui doivent se développer encore davantage du point de vue technique, mais aussi du point de vue de l'impact institutionnel qu'ils peuvent avoir. Parce qu'on voit qu'il y a certains mécanismes déjà au niveau européen qui ont été mis en place, comme le droit de pétition ou l'initiative citoyenne européenne, mais qui parfois ne débouchent pas dans des vraies décisions, comme ça a été le cas de l'initiative citoyenne sur le glyphosate, où on a dépassé le 1 million de signatures, mais ça n'a jamais été versé au débat parlementaire. Donc je crois que l'enjeu sera de trouver ces plateformes numériques de civic tech sur lesquelles on pourra réussir à avoir une meilleure représentativité, mais aussi où on aura des décisions qui découlent vraiment de cette participation citoyenne. Et un dernier point, c'est que aussi, il ne faut pas tomber dans le tout numérique. Pour que la démocratie vraiment se revivifie. On a vu ça dans le grand débat en France ces derniers mois. Il faut aussi un contact humain, il faut aussi de la délibération en présentiel. Moi, j'ai participé à plusieurs de ces réunions et on voyait vraiment la différence du moment où les personnes rentrent dans ces réunions et le moment où ils sortent, à quel point ils peuvent parfois changer d'avis, ils peuvent se rendre compte qu'ils apprennent des choses, qu'ils avaient des a priori qui n'étaient parfois pas corrects. Les gens apprennent à se connaître, à se comprendre. Et je crois que tout ce socle de socialisation est aussi clé
pour une démocratie forte. Et donc, il ne faudra pas qu'on tombe sur le tout numérique, mais plutôt chercher à articuler la voie numérique et la voie présentielle. Merci. Denis, Henri, Sophie, vos 3 think tanks publient aujourd'hui un appel. Peut-être déjà un élément de contexte. Pourquoi publiez-vous aujourd'hui cet appel ? Denis, en premier, peut-être ? Merci beaucoup. D'abord, merci à chacune et chacun d'être resté aussi tard. C'est toujours les grandes après-midi. Effectivement, Europa Nova a décidé de s'associer à cette initiative depuis longtemps, parce que c'est la 3e étape finalement de notre travail en commun. On est très heureux de faire ça avec nos partenaires. Et on a publié cet appel parce que justement, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, que c'est un phénomène qui impacte tous nos actes quotidiens, je dirais, et qu'on se rend bien compte qu'il y a un élément de vigilance important dans ce développement. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout du secteur. Je suis un diplomate qui travaille pour une entreprise, mais qui préside Europa Nova. Ce qui me frappe quand même, si on regarde les grandes évolutions aujourd'hui du monde, c'est que nous vivons à mon avis, 4 grandes transitions. Il y a la transition démographique qui continue, le vieillissement en Europe, les questions d'immigration, la transition énergétique autour du changement climatique. Il y a la transition démocratique que l'on vit aujourd'hui partout, et liée à ça, la transition numérique. Et de ce point de vue-là, je crois que la réflexion que nous avons engagée, c'était vraiment de se dire, bon, dans cette évolution du monde aujourd'hui, comment nous, Européens, nous devons nous placer ? Et nous devons nous placer par rapport à 2 grands ensembles, évidemment, qui sont d'une part les États-Unis, d'autre part la Chine. Moi, j'ai 4 préoccupations en tant que citoyen, en tant que praticien de l'entreprise, en tant que praticien des relations internationales. La première, c'est la préoccupation sur la protection des données. On a vu que l'Europe était capable de prendre une disposition importante, le règlement général sur la protection des données, mais qu'on a face à nous 2 ensembles qui sont sur des schémas totalement différents. Le Cloud Act américain, c'est totalement différent, et ce que fait la Chine, c'est encore plus préoccupant, je dirais, par rapport à la protection des données. Deuxième souci, c'est la préservation de notre écosystème européen. C'est-à-dire que, comme l'a dit, je crois, André Gattolin tout à l'heure, le RGPD, c'est très bien, mais c'est un peu le bout de la chaîne. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien sur tous les autres éléments, à savoir l'intelligence artificielle, à savoir les méthodes de calcul, à savoir la réalité augmentée, à savoir la blockchain, enfin tous ces domaines-là où l'Europe aujourd'hui est assez faible. Et je salue l'initiative qui a été prise par la Commission européenne de créer une coalition sur la blockchain, dont l'entreprise pour laquelle je travaille, L'Oréal, fait partie aujourd'hui avec un grand intérêt. La 3e préoccupation, c'est que je crois que nous avons intérêt à utiliser de plus en plus ce qu'on appelle la civic tech. C'est que justement, dans cette transition démocratique, le fait de pouvoir utiliser les instruments numériques qui sont à notre disposition, c'est important. Mais il faut des règles d'usage de ces instruments. Et je finirai très rapidement par la dernière préoccupation, c'est un peu la fracture numérique. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort de formation, si on ne fait pas l'effort pour que tous les utilisateurs puissent accéder à ces instruments avec les bonnes règles, encore une fois, d'usage, eh bien, nous aurons raté quelque chose et nous aurons accru une fracture de plus, je dirais, parce qu'on sait qu'il y en a déjà beaucoup. Merci. Merci. Sophie ? Du côté du Progressive Centrum, donc ce que je disais au début, c'était qu'on est un petit think tank généraliste et on travaille sur les questions d'avenir. Et moi, comme Denis, je ne suis pas expert des questions numériques, mais sur les questions d'innovation démocratique et l'avenir de la démocratie en général, aussi en Europe. Et j'avais 3 points à faire pour cet appel qui est vraiment important parce que c'est à une date butoir. On est à 2 mois avant les élections européennes et le numérique, ça devient un sujet de plus en plus important. Les 3 points, c'est que premièrement, il faut vraiment penser, et ça a été dit avant, les questions numériques d'un point de vue européen. Le niveau national ne suffit plus. Et malheureusement, ce qu'on voit maintenant, c'est que les efforts ne sont pas faits assez pour parler de ces questions à un niveau européen. On l'a vu très clairement avec les stratégies sur l'intelligence artificielle qui ont été publiées en 2018 en France et en Allemagne, avec Cédric Villani qui a fait un très bon rapport. Mais ça a été fait d'un point de vue national et ça n'a pas vraiment été fait ensemble. Et ça m'a attristé un peu en sachant que les personnes qui travaillaient sur ces stratégies étaient plutôt pro-européens. Donc vraiment donner une vision européenne du sujet avant les élections européennes, c'est le premier point. La seconde chose, c'est vraiment qu'il faut... Je m'en rends de plus en plus compte en parlant avec beaucoup d'hommes et de femmes politiques en Allemagne surtout, c'est qu'il y a vraiment un manque d'information et d'expertise sur le sujet. Je viens peut-être de le dire avant pendant ma question, mais ce n'est pas un sujet qui est vu comme quelque chose d'important. Tout le monde le sait, tout le monde parle du numérique, tout le monde parle de technologie, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et quand on en parle,
ils savent plus. Donc du coup, c'est vraiment donner aussi, d'un point de vue des think tanks, une expertise et de la donner et de donner des bonnes idées aux hommes et aux femmes politiques avant les élections européennes. La troisième chose, c'est bien entendu qu'il faut tout simplement sensibiliser au sujet tous les citoyens. Et je pense que pour le coup, on a des différents publics avec Renaissance numérique, Europa Nova en France et puis nous en Allemagne, pour montrer vraiment aux citoyens que c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'on a tous intérêt à avoir une citoyenneté européenne numérique qui est plus égalitaire et qui fonctionne pour tout le monde, parce que c'est pas toujours le cas, et je vais peut-être en revenir après avec la Civic Tech aussi. En Allemagne, il y a de plus en plus de voix critiques. Après, moi, la Civic Tech, je trouve ça, c'est vraiment une révolution qui peut apporter beaucoup de bonnes choses, mais il y a vraiment des dangers qui existent et des risques. Et en Allemagne, un des risques qui est vu de plus en plus, c'est le fait que des bases de données soient privatisées et que donc des données publiques soient données à des entreprises privées. On l'a peut-être vu avec le grand débat national avec CapCap Collectif. En Allemagne, c'est la même chose avec beaucoup de communication qui se fait sur les grands projets d'infrastructure, par exemple, qui est privatisée. Et donc, on commence à avoir une conscience du numérique et à vraiment se rendre compte qu'il faut que ça reste dans le domaine public. Henri ? Moi, je compléterais ce qui a été dit par le fait que Renaissance numérique, qui réfléchit à ces questions de la transformation numérique de la société depuis plus de 10 ans, a largement compris depuis plusieurs années que l'échelle nationale, comme cela a été souligné, n'est plus l'échelle pertinente pour réfléchir des politiques publiques en la matière. Et donc, on était extrêmement désireux de vouloir travailler à l'échelle européenne sur des sujets qui nous semblent au cœur de la refondation des sociétés et des sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons. Et les principes qu'on dégage, ils veulent aussi dépasser les rares politiques numériques que l'Europe a portées jusqu'à maintenant. La précédente mandature a mis beaucoup l'accent sur le digital single market. Il est temps de construire une citoyenneté européenne numérique qui ne soit pas limitée aux questions purement économiques, qui sont certes centrales et importantes pour l'avenir de ce continent, mais l'Europe numérique ne se fera pas sans les citoyens. Et de ce point de vue-là, il nous semble que ce que l'on met en avant dans cet appel, c'est clairement que l'Europe numérique ne se fera pas sans ses citoyens. Et que de ce point de vue-là, il est temps que l'Europe dégage une politique numérique d'ensemble dans laquelle les citoyens prennent la pleine part, que ça soit avec des technologies numériques de type Civic Tech ou d'autres, peu importe. Mais il est temps qu'on dépasse le simple débat économique sur les questions numériques et les questions de souveraineté. La souveraineté, c'est déjà exercer la démocratie au niveau européen et de donner aux citoyens européens le plein exercice de leur citoyenneté à ce niveau-là aussi. Merci. Je vais te laisser la parole. Il y a 15 principes dans cet appel. Si tu dois en présenter un ou un qui te tient particulièrement à cœur dans cet appel. Bonne question, il y en a 15. Les 15 me semblent tous aussi importants les uns que les autres. Il y a pas mal d'appels à repenser un certain nombre de politiques publiques qui ont été construites jusque-là, si tant est qu'on puisse parler de politique publique numérique en Europe, puisqu'elle s'est résumée à faire un marché unique pour l'instant. On voit bien que sur les débats récents, typiquement, ça m'a beaucoup frappé. Le débat a été très peu porté en France, notamment par les médias, à ma grande surprise, sur la directive des droits d'auteur. L'Allemagne a une position très différente de la France, mais extrêmement différente. Et donc on voit bien que ce qui nous manque, ce sont des principes communs d'action. Et tant qu'on n'a pas ce socle minimal commun, c'est je crois que ce qu'on a essayé de faire dans cet appel, c'est qu'on ne pourra pas avancer collectivement. Et si on voit que sur des sujets aussi importants que ceux-ci, deux pays qui sont les moteurs de la construction européenne n'arrivent pas à s'entendre, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on arrive à 27 à construire quelque chose de puissant. Et donc je crois que moi je ne dégagerai aucun d'entre eux, je retiendrai les 15 parce que les 15 justement visent à créer ce socle commun nécessaire pour qu'on puisse bâtir collectivement une démocratie européenne numérique. Merci Sophie. Même question. Oui. Alors, c'était une question difficile. Je pense qu'il y a 3 points qui sont importants. La première chose, c'est que le fait justement que ça soit très, très vaste et qu'il y a beaucoup de domaines qui ont à voir avec la citoyenneté. La première chose, c'est que on a parlé d'infrastructure, ce qui est très important. La seconde chose, c'est qu'on a parlé d'éducation et d'éduquer les citoyens de manière telle qu'ils puissent utiliser le numérique. Et un des principes les plus importants pour moi, c'est le principe numéro 8, je vais le dire, c'est faire du numérique un outil au service d'une ambition démocratique forte. On en avait parlé un peu avec Paola Forteza, qui est à côté de moi. Mais je pense qu'il y a une question importante
quand on parle de démocratie européenne, c'est que pour l'instant, bien entendu, l'Union européenne a tendance à être vue comme une structure ou une organisation internationale très technocratique. Il n'y a pas beaucoup de légitimité démocratique, mais c'est là où se font la plupart des décisions. Et on le voit extrêmement dans le numérique, que comme on n'a plus trop le choix que de faire ça à un niveau européen, il faudrait aussi augmenter la légitimité démocratique de l'Union européenne. Il y a eu des initiatives qui ont été faites. Souvent, elles sont pensées sans le numérique. On pense de plus en plus le numérique dans tout ce qui est démocratie libérale et participative avec la Civic Tech. Le problème, bien entendu, c'est qu'on n'a pas de sphère publique européenne, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de sphère publique, même si on a les outils qu'il nous faut, on n'a pas l'envie des citoyens de participer. Donc, ça serait une des questions clés aussi et phares, c'est d'essayer de comprendre comment on peut utiliser les outils et les technologies numériques qu'on a pour augmenter la démocratie transnationale. Et ça peut être tout simplement par des choses comme utiliser la technologie pour faire des traductions plus rapides, par exemple, parce que la langue est toujours un problème très, très grand, ou bien de trouver des points communs entre les pays. Et c'était une très bonne mention de l'article 13 de la directive sur les droits d'auteur qui a été mal vue en Allemagne. Il y avait beaucoup de manifestations. Et en écoutant les médias français, il y avait rien. Enfin, ils étaient tous très contents, donc c'était très bien passé. Et rien que d'avoir l'information, par exemple dans les médias français, qu'en Allemagne, il y a énormément de manifestations à ce sujet, ça aurait été une bonne chose. Donc, essayer de créer aussi des médias européens par le biais de technologie, ça serait une des choses que j'aimerais bien voir. Merci. Et Denis, même question. Merci. Effectivement, moi je pense que c'est un tout, hein, notre appel, donc tous les éléments sont très importants, mais j'en choisirais peut-être un qui est le numéro 4, offrir aux citoyens européens les pleines capacités à exercer leur citoyenneté numérique, parce que je reviens sur ce que j'ai dit sur la fracture numérique. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter qu'avec le numérique, on crée une nouvelle fracture. Je suis frappé par toutes ces fractures qui existent. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes en a suffisamment parlé, donc pas la peine d'y revenir. Mais je trouve qu'on a là l'occasion, avec tout ce qu'on a mis dans nos principes, l'occasion de réconcilier justement cette sphère un peu technique et la sphère démocratique qui est celle de chacun et chacune d'entre nous. Donc faisons attention à ce qu'on ne crée pas une nouvelle fracture. Alors Paola, je vous avais transmis aussi en avance l'appel. Donc vous en avez pris connaissance. Oui. Est-ce qu'il y a un principe qui vous interpelle le plus ou auquel vous êtes le plus sensible ? Alors d'abord, je voudrais encourager et vraiment féliciter les acteurs pour le travail qui a été fait, parce que j'avais aussi essayé de faire un travail similaire il y a quelques mois sur une charte du numérique, une charte constitutionnelle du numérique, sous le même, disons, principe que la charte de l'environnement que nous avons. Et donc j'avais essayé de faire émerger les principes un peu sous-jacents qui pourraient guider notre action, parce que nous aussi, au niveau de l'Assemblée, on voit très bien qu'on a de plus en plus des textes législatifs qui arrivent avec des petits bouts de numérique et qu'on manque de cette vision d'ensemble, parce qu'on commence à avoir des dispositions contradictoires les unes avec les autres, des transpositions européennes qui entrent en contradiction avec des législations nationales, etc. Et donc on manque vraiment de cette vision d'ensemble, et votre travail est vraiment très très bien fait, si bien fait que j'ai du mal aussi à trouver un des principes que je mettrais en avant. Je crois que la question de l'accès égalitaire à l'infrastructure est clé, la question des droits et des libertés numériques est clé, la question du renouveau démocratique à travers le numérique est clé. Et je crois que tous ces principes contribuent à cette vision européenne du numérique, ce modèle européen du numérique que nous voulons mettre en avant. Comme on l'a dit et comme c'est répété à maintes reprises, mais qu'on ne répète jamais assez, qui se veut différent de celui qu'on voit aux États-Unis, qui est très centré autour du marché et d'une concurrence assez agressive, ou celui de la Chine qui est très descendant, basé sur la censure et où on n'a presque pas de droits et de liberté numérique. Et donc, cette troisième voie européenne qui se veut plus ouverte, plus décentralisée, basée sur la concurrence loyale. Je crois que tous ces principes contribuent à cet horizon, à cet effort. Comme ça a été dit, le RGPD était une première action, une première étape qu'on arrive à commencer à exporter à l'international. Il faut qu'on ait des actions comme ça à répétition et qu'on puisse se doter aussi d'une diplomatie numérique européenne pour exporter ce modèle à l'international.
Moi, j'aurais rajouté un autre principe, qui est un principe sur lequel je travaille beaucoup avec mon équipe, qui est celui de la régulation par la société et l'empowerment, ou donner du pouvoir d'agir à l'utilisateur. Je crois vraiment que cette relation de pouvoir entre les utilisateurs et les grandes plateformes doit évoluer, doit s'équilibrer, et qu'on le fera si les régulateurs deviennent des vraies plateformes de ressources pour les utilisateurs, pour les citoyens, et si on arrive vraiment à que les citoyens, eux aussi, comprennent leur marge de manœuvre, leur pouvoir d'action. Si Facebook, Google, etc. ont le pouvoir qu'ils ont, c'est parce que nous, utilisateurs, nous leur donnons ce pouvoir. Nous pouvons changer, il faut qu'en Europe, on crée aussi les alternatives. Mais c'est aux utilisateurs aussi de comprendre ce pouvoir qu'ils ont. Et c'est aux utilisateurs aussi de défendre la qualité du débat public. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup mettre en avant, qui est celui des elfes lituaniens. Et donc, les elfes, c'est des citoyens qui se mobilisent contre les trolls et contre les fake news, et qui utilisent les mêmes ressources et les mêmes leviers que ces personnes qui diffusent de façon automatique et massive des fausses nouvelles, mais pour diffuser du fact-checking, pour diffuser des messages positifs, de mobilisation, de citoyenneté européenne, numérique, etc. Donc je crois vraiment qu'au niveau individuel, on peut aussi agir et on peut beaucoup faire. Donc j'aurais rajouté ce principe pour compléter les 15, mais c'est vrai que 16, c'est moins joli que 15. mais bon, en tout cas, bravo pour ce travail. C'est une grosse contribution à la discussion publique. Merci à tous les quatre. On a tenu le délai.